Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va voir le 18e résumé des cours de physique. Il s'agit des mouvements des planètes et des satellites. On commence. Premièrement, on va rappeler les trois lois de Kepler. Première loi, c'est une loi qui concerne les trajectoires. Kepler a découvert que la trajectoire d'une planète autour du Soleil est une ellipse. Toutes les planètes, ils ont des trajectoires elliptiques. Saturne, Mars, la Terre, Jupiter, ainsi de suite. Donc, et non pas, bien sûr, un cercle. Ainsi que le Soleil, il fait partie d'un des deux noyaux de l'ellipse. Donc, je vais expliquer un petit peu. Donc, voilà la trajectoire. Voilà le grand axe de l'ellipse. On ne dit pas le diamètre, on dit le grand axe. Et là, une valeur, par exemple, on va dire 2A et non pas 2 fois le rayon. D'une manière générale, ça, c'est le grand axe et ça, c'est le petit axe. Voilà, donc si je considère les deux foyers, voilà les deux foyers de l'ellipse. Le Soleil, il doit être dans le premier ou bien dans le deuxième. Je prends un exemple. Donc, voilà le Soleil et je prends une planète, n'importe quelle planète. Voilà, une planète. Ben, imaginez la Terre, Saturne, Mars, Jupiter, ainsi de suite. Donc, il tourne autour du Soleil. Donc voilà, donc la trajectoire d'après Kepler est une trajectoire elliptique. Alors qu'est-ce qu'elle a trouvé en plus? C'est que la distance du foyer jusqu'à la planète, c'est-à-dire la distance fp, plus la distance f'p, elle est toujours égale au grand axe, c'est-à-dire 2 fois, 2a, c'est-à-dire toute cette distance. La planète, elle se déplace, un autre jour, un autre moment, elle va se trouver ici. On aura toujours la distance fp plus la distance fp', elle reste toujours constante, égale à la valeur du grand axe. Donc, je vais l'écrire ici. Ça, c'est la première loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, c'est une loi qui concerne les surfaces ou bien les aires. C'est-à-dire, si je prends le segment SP, alors le segment SP, il va balayer, je vais prendre une distance ici, donc je vais m'éloigner. Donc voilà la planète, on suppose que la planète elle est ici. Lorsqu'elle se déplace, après une certaine durée, par exemple après 10 heures, elle était ici, puis après elle est arrivée ici. Donc cette surface balayée, je vais la cocher ici. Alors cette surface, elle a été balayée pendant une durée delta t. Si on considère delta t par exemple égale à 10 heures, si je prends la même durée, donc un autre jour par exemple, pendant 10 heures, le segment il va toujours balayer la même surface pendant la même durée. Donc la surface que vous avez ici, elle est égale à la surface que vous aviez ici, à condition d'avoir la même durée. C'est ce qu'on appelle les lois, ou bien la deuxième loi de Kepler, ou bien la loi des aires. Je vais l'écrire sous forme de phrase. Pendant des durées delta t égales, le segment SP, comme les essuie-glaces d'une voiture, elle va balayer des aires ou bien des surfaces S égales, à condition d'avoir la même durée. Alors ce qui nous intéresse surtout, c'est la troisième loi, qu'on appelle la loi des périodes. À savoir que le mouvement des planètes est un mouvement périodique. La période, c'est la durée pour faire un tour complet, une orbite, d'accord? C'est la période de révolution. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, M. Kepler? C'est que pour toutes les planètes qui sont en mouvement autour du Soleil, on aura toujours la période de la planète au carré sur, si vous voulez dire, la moitié de son grand axe, a au cube, ou bien à la puissance 3, il reste toujours une valeur constante. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on va expliquer dans les exercices, ce n'est pas que t au carré sur a au cube égale à constante. Le plus important, c'est que constante, sa signification, ça signifie que c'est la même pour toutes les planètes. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple une planète, la Terre, donc la Terre, elle a une période, et elle a un grand axe. Si vous prenez une autre planète, par exemple Jupiter, donc elle va avoir une autre période et un autre axe, mais on aura toujours t au carré sur a au cube égale à la même. T au carré sur a au cube, par exemple, égale à 20 pour la Terre, t au carré sur a au cube, il sera toujours égal à 20 pour Jupiter, pour Mars, pour Saturne, et ainsi de suite. Voilà le sens de la troisième loi de Kepler, qui ne dépend pas de la planète, c'est toujours la même valeur, et ce n'est pas une valeur qui est constante qui nous intéresse. Alors maintenant, T, c'est la période de révolution. Alors, dans notre cas, dans notre programme, dans la suite du programme, on va considérer la trajectoire des planètes approximativement circulaire.
réellement elle est elliptique, mais on va faire une étude approximative. Ben, c'est ça le programme que nous avons ici. Donc, et dans ce cas, donc 2A, il sera égal à le diamètre. Toute cette distance, il va représenter le diamètre, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Donc, dans la suite des programmes, 2A, on va la remplacer par 2R. Et la deuxième ou bien la troisième loi de Kepler, T au carré sur A au cube, on va écrire T au carré sur le rayon au cube. Et c'est ça la troisième loi de Kepler. La suite. On va rappeler maintenant la loi de la gravitation universelle que nous avons étudiée en tronc commun. Donc si vous avez deux planètes ou bien deux masses en général, moi je prends deux planètes, la planète A et la planète P, qui sont distantes d'une valeur B. Alors la planète A, elle exerce une force attractive sur la planète B. Donc ça, c'est la force exercée par la planète A sur la planète B. Elle attire la planète B. La même chose, la planète B, elle exerce une force sur la planète A. Elle va l'attirer, donc selon une force FB sur A. D'ailleurs, ici, vous avez deux sens opposés sur le même support et ils ont la même intensité d'après la loi de, bien sûr, la loi de Newton. Alors ici, je vais prendre un vecteur unitaire que je vais orienter de la planète A vers la planète B et que je vais noter U orienté de A vers B. Sa valeur égale à 1 pour pouvoir écrire les expressions vectorielles. Donc d'après la loi de Newton, avant de voir le vecteur, l'intensité de la force FA sur B égale à l'intensité de la force FB sur A, égale à G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance qui les sépare au carré. Mais si on veut écrire ça sous forme d'une expression vectorielle, la force FA sur B, elle est opposée à la force FB sur A. Et la force A sur B égale à moins le vecteur unitaire. Si j'ajoute ici le vecteur unitaire, je mets ici le moins. Le sens de la force F A sur B, il est opposé au sens du vecteur unitaire. Voilà. Donc ça, c'est l'expression de la loi de la gravitation de Newton. Alors ici, on va préciser, G, c'est une constante qu'on appelle la constante de la gravitation universelle. Et sa valeur, il sera donnée dans les exercices. Maintenant, on va étudier un mouvement circulaire d'une planète. Réellement, le mouvement, il est elliptique, mais on va le considérer comme un mouvement circulaire d'une planète. Donc, c'est d'avance, il est considéré comme approximativement circulaire. Maintenant, je prends un exemple. Ici, j'ai pris la planète, le Soleil, et là, une autre planète. Imaginez la Terre, Saturne, Mars, comme vous voulez. Donc, nous avons une planète qui tourne autour du Soleil. Je considère ici un vecteur unitaire orienté du Soleil vers la planète pour pouvoir écrire l'expression vectorielle. Alors, premièrement, on a besoin du rayon de la trajectoire. Là, ou bien l'orbite de la planète. Le rayon ici, donc c'est du centre du Soleil jusqu'au centre de la planète. Je l'ai mis ici. Donc ici, on va le noter R. R, c'est le rayon. Bien, c'est la distance entre les deux planètes. R, c'est exactement D ici dans l'exemple précédent. Maintenant, on va ici, j'ai montré ici la force. Donc là, le Soleil, il exerce une force sur la planète. Donc c'est la force de la gravitation. Elle est toujours une force attractive. Elle est attirée vers le centre du Soleil. Et je vais la noter par la force F. Maintenant, le système étudié, bien sûr, c'est la planète. Alors là, c'est très important. On peut vous le demander le jour de l'examen. Le repère, quel est le repère que vous allez utiliser? On va utiliser un repère qui sera approximativement galiléen, c'est le repère héliocentrique. Hélio, c'est le Soleil, c'est-à-dire elle est liée au centre du Soleil. Imaginez ici, vous avez O, et vous avez un axe OX, et un axe OY, et un axe OZ. Le repère, il est lié au centre du Soleil. C'est ce qu'on appelle un repère héliocentrique. Alors ici, le bilan des forces, j'ai déjà montré ici, j'ai représenté la force, c'est la force de la gravitation F, et j'applique la deuxième loi de Newton. Donc F égale à la masse de notre planète ici, fois l'accélération G. Alors ici, je vais écrire, je représente F par son expression vectorielle. Donc la force F, elle est opposée au vecteur unitaire, c'est-à-dire égale à moins G fois la masse de la planète, fois la masse du Soleil sur la distance ou bien le rayon au carré, fois le vecteur unitaire, égal à M de la planète fois G. Je simplifie la masse de la planète
et je tire ici l'expression de l'accélération. Ici, vous avez l'accélération égale à moins g USP, c'est-à-dire le sens de l'accélération, elle est opposée au sens du vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire vers l'extérieur, donc l'accélération, elle est vers le centre. Ici, donc, je déduis que nous avons une accélération centripète, c'est-à-dire orientée vers le centre. Ça, c'est une première condition pour avoir un mouvement circulaire. Donc, pour avoir un mouvement circulaire, ici, donc, on va l'utiliser surtout après lorsqu'on va parler des satellites. Alors maintenant, cette première condition, ou bien une accélération centripète, on va l'utiliser ici d'une autre manière. On va faire la projection sur la direction tangentielle de la base de Fresnel. On a vu dans des exemples précédents, si vous avez une trajectoire circulaire, c'est préférable d'utiliser la base de Fresnel. Alors je fais la projection donc de la deuxième loi de Newton. La projection de F, c'est la composante tangentielle Ft, égale à m fois l'accélération tangentielle. Alors, la force F, donc, essayez de représenter ici la tangente. Voilà. Vous voyez que la force F, elle est perpendiculaire à la tangente. Donc, la projection de F sur la tangente, c'est égal à 0. Je remplace Ft par 0. Voilà, donc, le tout égale à mp et l'expression de l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse. Tout ça égale à 0, la masse elle est différente de 0, donc c'est la dérivée de la vitesse qui vaut 0. Et la dérivée elle vaut 0, ça veut dire que la vitesse elle est constante, car la dérivée d'une constante égale à 0. Je déduis que la vitesse égale à constante. Donc la planète, lorsqu'il tourne autour du Soleil, lorsqu'on considère une trajectoire circulaire, donc forcément la vitesse elle sera constante. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On déduit que le mouvement circulaire de la planète est uniforme. On n'a pas montré qu'il est circulaire, on a montré qu'il est uniforme. Donc voilà, maintenant on va essayer de faire la projection sur la direction normale de la base de Fresnel. Ici, donc, je fais l'expression. Donc, la projection, j'ai ici la composante normale Fn égale à mp fois l'accélération normale AM. Fp, c'est exactement l'expression, c'est la force. La force, elle est centripète, donc elle est normale. Son expression égale à Gmp fois ms sur e au carré. Pourquoi j'ai pris une valeur positive? Parce qu'elle est orientée vers l'intérieur. Et vers l'intérieur, c'est le sens positif. Donc, mp fois la vitesse, donc l'accélération normale à connaître par cœur, c'est v au carré sur le rayon. Je simplifie la masse avec la masse, voilà. Et je simplifie le rayon. Ici, vous avez r au carré. Donc, on va garder un rayon ici. Et je tire l'expression de v ici. Je vais tout prendre ici en racine carrée. Voilà l'expression finale. Alors, la vitesse de rotation de la planète, la vitesse du mouvement de la planète, c'est égal à la racine carrée de G fois la masse du Soleil sur R. Qu'est-ce que vous remarquez? On a simplifié la masse de la planète. La vitesse de la planète ne dépend pas de sa masse. C'est-à-dire, quelle que soit la masse de la planète, lorsque vous avez, si vous enlevez, donc on imagine, c'est tout. Lorsqu'on enlève une planète et on met à sa place une autre planète, soit plus petite, soit plus grande, ben elle va avoir toujours la même vitesse, car il ne dépend que de la position, c'est-à-dire de l'orbite ou bien du rayon. Alors ça, on va la considérer après comme une deuxième condition pour avoir un mouvement, voilà, circulaire dans l'espace. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans les satellites. Maintenant, la période. Puisque le mouvement est uniforme, donc forcément, il possède une période, la période de révolution. On a vu l'an dernier que la période c'est égal à 2π fois sur la vitesse angulaire, c'est-à-dire 2π sur v, la vitesse linéaire sur le rayon. Et vous remplacez la vitesse linéaire par l'expression que vous aviez ici. Et finalement, vous allez trouver l'expression suivante. Vous allez trouver t, la période, égale à 2π racine carrée de r au carré sur g fois ms. Avant de poursuivre le cours, vous n'avez rien à apprendre ici. Ça ne sert à rien d'apprendre les relations, d'accord? Donc, toutes les relations, elles vont être établies le jour de l'examen ou bien dans les exercices. Il faut connaître la démarche, d'accord? Alors, ça ne sert à rien d'apprendre ces formules. Donc, voilà. Ici, donc, j'en profite de cette expression. Si je prends le tout au carré, si je prends ici t au carré et tout ça au carré, et je fais passer r au cube en bas, je vais retrouver la troisième loi de Kepler.
c'est-à-dire t au carré sur r au cube, et vous allez trouver toute cette quantité pour dire qu'elle est constante et ne dépend pas de la planète. On va faire ça dans les exercices. La suite. Alors maintenant, on va prendre un cas particulier. On va prendre le mouvement circulaire d'un satellite autour de la Terre. Alors le satellite, soit un satellite naturel, comme la Lune, soit un satellite artificiel, comme les satellites, par exemple, de la météo, ou bien les satellites de la communication. Donc, comment on peut expliquer que le satellite, il peut rester en mouvement autour de la Terre? Donc, on va le comparer au mouvement naturel des planètes. Donc, il doit vérifier les conditions de la planète qui a un mouvement naturel. C'est-à-dire, le satellite artificiel, il doit imiter, voilà, les conditions des planètes ou bien des planètes naturelles. C'est ce qu'on va expliquer. Alors, voilà ici, je considère la Terre. Ici, j'ai un satellite, que ce soit artificiel ou bien naturel. Alors maintenant, la distance, le rayon de la trajectoire. Ici, on va préciser. Le rayon de la trajectoire, on va le partager en le rayon de la Terre plus la hauteur. D'accord? Donc, toute cette distance, c'est à partir de la surface jusqu'au bout de la trajectoire, c'est la hauteur. Et la distance ici, c'est le rayon de la Terre. C'est-à-dire, le rayon de la trajectoire, on va le composer donc en rayon de la Terre plus la hauteur du satellite. Et on va utiliser les mêmes expressions. Donc, maintenant, quelles sont les forces exercées sur le satellite? Ben, de la même manière, c'est la force attractive, la force de gravitation de la Terre, F. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Mais avant, le système étudié sur le satellite, maintenant, on va changer le repère. Donc, nous allons utiliser un repère qui est au centre de la Terre. Donc, ce n'est pas au centre du Soleil. C'est ce qu'on appelle géocentrique et non pas héliocentrique. Le bilan des forces est toujours une seule force. La loi de Newton, F égale à la masse du satellite fois l'accélération. Ici, il faut remarquer, puisque la force de la gravitation, elle est centripète. Donc, puisque le vecteur F est centripète, donc forcément l'accélération, elle est centripète. Donc, le satellite, voilà, il respecte la première loi, la première condition. On a dit que pour que le satellite il reste en trajectoire autour de la Terre, il doit avoir les mêmes conditions que les planètes naturelles. Donc la première condition, c'est avoir une accélération centripète. Alors ici, c'est naturel. Puisque naturellement la force est centripète, alors il n'y a pas de problème. L'accélération, elle est naturellement centripète. Donc le satellite, il vérifie facilement la première condition. La deuxième condition, projection sur la normale de la base de Fresnel. C'est ce qu'on a fait ici. Donc voilà, c'est la même chose, mais seulement ici. Donc au lieu d'avoir la masse de la planète, on va prendre la masse du satellite. Et je refais la même explication et la même démarche. Donc c'est la masse du satellite, G fois la masse du satellite, fois la masse de la Terre. Mais le rayon, donc j'ai remplacé le rayon R au carré, le rayon c'est RT plus H. C'est-à-dire le rayon de la Terre plus l'altitude ou bien la hauteur. Ici, la même chose, RT plus H. Je simplifie la masse du satellite. Voilà. Et j'obtiens l'expression finale. Donc, voilà la vitesse que doit avoir le satellite. C'est G fois la masse de la Terre sur RT plus H. C'est la même expression. G fois la masse du Soleil, puisqu'on était, la planète, il tourne autour du Soleil. Ici, nous avons la Terre, puisque le satellite, il tourne autour de la Terre. Donc ici, ça veut dire quoi cette vitesse? C'est ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. Si vous calculez la vitesse et vous trouvez par exemple 100 km par seconde, pardon, 100 km par heure. Alors cela veut dire que le satellite, pour qu'il reste en orbite autour de la Terre, il doit avoir une vitesse de 100 km par heure. Si vous prenez 101 ou bien 102 ou bien 98 ou bien 99, le satellite il ne peut pas rester sur sa trajectoire. Il va déraper. Soit il va s'éloigner de sa trajectoire, soit elle va retomber sur la Terre sous l'effet de la gravitation. Donc pour que le satellite il reste sur sa trajectoire, elle a une valeur précise de la vitesse. C'est ce qu'on appelle la vitesse de satellisation, c'est-à-dire maintenant il va avoir la deuxième condition pour avoir un satellite. Donc pour le satellite reste en trajectoire, il faut que son accélération soit centripète, donc ça c'est naturel, et il faut bien calculer la vitesse selon la hauteur. Alors qu'est-ce que vous remarquez pour les exercices? Pour chaque hauteur, il y a une
vitesse. Donc, si vous connaissiez la hauteur, vous allez déterminer la vitesse. Ou bien l'inverse, c'est ça les exercices. Si on vous donne la vitesse, vous pouvez déterminer l'altitude ou bien la hauteur du satellite. La suite. Maintenant, la période du satellite. Donc, on va prendre la période d'une manière générale, donc que nous avions ici. Voilà, donc la période en général 2π fois le rayon au cube. Donc, quel est le rayon d'un satellite? C'est RT plus H. Alors, tout ce que j'ai fait ici, j'ai remplacé R par RT plus H, le tout au cube, sur G fois la masse de la Terre. Vous voyez que la période ne dépend pas du satellite. Il n'y a pas la masse du satellite, il n'y a que la masse de la Terre. Si vous mettiez ici un satellite qui a 100 kg ou bien 1000 kg, donc il va avoir la même période, il va avoir la même vitesse, ça ne dépend pas de sa masse. Pour finir, on va parler de ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Géo, c'est-à-dire la Terre. Stationnaire, c'est-à-dire ne bouge pas. Il est fixe. Donc, il est fixe par rapport à la Terre. Donc, c'est ça la phrase. Si on vous demande de définir un satellite géostationnaire, il faut dire qu'un satellite c'est un satellite qui est immobile par rapport à un observateur à la surface de la Terre. Alors, si vous êtes à la surface de la Terre, si vous regardez dans le ciel, ben, vous allez observer un satellite qui sera toujours dans la même position, à midi ou bien à 18 h ou bien le soir ou bien le matin. Vous allez toujours observer le satellite dans la même position. Il est fixe par rapport à la surface de la Terre. Alors, quelles sont les conditions pour avoir ce genre de satellite? Alors, première condition, pour avoir un satellite qui est immobile à la surface de la Terre, ou bien ce qu'on appelle scientifiquement géostationnaire, premièrement, son mouvement il doit être dans le plan de l'équateur. Je vais expliquer pourquoi. Deuxième condition, il doit avoir un mouvement. Donc ici, c'est comme si nous avons une contradiction. Il va avoir un mouvement qui a une période, exactement la période de la Terre. C'est-à-dire, il doit tourner au même rythme, à la même cadence que la Terre. Quand la Terre il fait un tour en 24 heures, ben, le satellite lui-même il doit faire un tour en 24 heures pour qu'il ne se soit pas décalé par rapport à la surface de la Terre. Et en plus dans le même sens de rotation de la Terre. Ben, c'est très normal. Alors ici je fais une petite démonstration. Voilà la Terre. Voilà l'axe, voilà l'axe sud-nord bien sûr. Donc du pôle sud vers le pôle nord, bien le sud est la Terre. Donc la Terre, le sens de rotation de la Terre. Voilà, donc la Terre, on sait que la Terre, il tourne de l'ouest vers l'est pour avoir un soleil qui se déplace relativement de l'est vers l'ouest. Donc ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et voilà, vous avez ici l'équateur, donc ici au milieu. Et je prends une trajectoire sur le plan de l'équateur. Alors voilà, vous avez le satellite qui tourne autour, bien sûr, de la Terre, mais il reste dans le plan de l'équateur. Je prends ici un satellite, par exemple. Voilà notre satellite S. Donc, lorsqu'il est en mouvement, la Terre, elle exerce une force. Donc, on sait que la force, voilà le sens. Forcément, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que le sens du mouvement du satellite soit dans le même sens de rotation de la Terre. Alors, la force, d'après la loi de Newton, la force, elle doit être vers le centre de la Terre. Alors, pourquoi on prend? Je vais expliquer pourquoi on doit prendre le plan de l'équateur. Parce que quand la force, forcément, elle doit être vers le centre de la Terre et en même temps, on tend vers le centre du cercle. Donc, le centre du cercle que vous avez ici, elle est confondue avec le centre de la Terre. Dans ce cas, la force qui est géocentrique, elle est en même temps centripète. Imaginez cette trajectoire en haut. Donc, la force, elle sera orientée vers le bas, vers le centre, mais elle ne sera pas orientée vers le centre du cercle. Donc, la force, elle sera géocentrique, mais elle ne sera pas centripète. D'accord? Donc, pour que la force soit centripète, il faut descendre ici au milieu et rester dans le plan de l'équateur. On ne va pas vous demander les explications le jour d'examen, mais on va vous demander tout simplement de citer les conditions. Donc, dans le plan de l'équateur et avoir une période de 24 heures dans le sens de rotation de la Terre. Ça, c'est les conditions pour avoir un satellite géostationnaire. Alors, ici, pour avoir une période
qui est exactement égal à 24 heures, ben, il faut mettre le satellite à une certaine hauteur convenable. Donc voilà, je vais l'écrire. On peut montrer que la hauteur convenable H du satellite, donc je vais la schématiser ici, donc la hauteur ou bien l'altitude à partir de la surface de la Terre, on ne peut pas mettre le satellite n'importe où. Si on s'approche trop de la Terre, on doit avoir une grande vitesse et son mouvement il sera beaucoup plus rapide que la Terre. Si on s'éloigne trop de la Terre, on doit avoir une petite vitesse et le mouvement du satellite il sera beaucoup plus lent que le mouvement de la Terre. Forcément, il y a une position où le satellite il va avoir une vitesse convenable pour qu'il tourne dans le même sens et dans la même période et le même rythme que la Terre. Donc cette hauteur, on va la montrer dans l'exercice, c'est à peu près 36 000 km, 35 700 quelque chose comme ça, donc à peu près 36 000 km. Donc c'est ce qu'on va montrer bien sûr dans les exercices. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain résumé du cours, bon courage, merci.